Cet homme est un génie. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur des skis. Oui, le 5 sur 5 pour Jules Tirez, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur. Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Magnifique, époustouflant, champion du monde. Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en live, le podcast 100% biathlon et bonne humeur présenté par l'équipe de biathlonlive.com. Alors nous sommes à moins d'un mois du début de la Coupe du Monde et c'est donc l'effervescence dans la rédaction en cette année si particulière car comme vous le savez tous elle est olympique. Actu, résultats, déclarations, vous ne manquerez rien des dernières infos de la planète biathlon. Pour évoquer ces sujets, justement, on retrouve le taulier, le patron de Biathlon Live. Il a renfilé son dossard jaune pour soutenir la candidature de Martin Fourcade à la commission des athlètes du CIO. Salut Romain, comment ça va ? Salut Damien, ouais ça va nickel. J'ai même enfilé aussi les médailles d'or olympiques parce que je pense que ça fera un petit plus. Voilà, faut multiplier les chances. Exactement, mais ça va le faire, j'y crois, okay, pour bon. Martin. Et non mais heureux d'être avec toi et d'être aussi avec une autre personne que tu vas présenter, Damien. Et oui, tout à fait. Pour te donner la réplique, un petit nouveau chez Biathlon Live. Il s'est porté volontaire pour faire vivre la prochaine saison de Coupe du Monde. Il est toujours en phase de préparation, mais il vient de tester ses sensations sur ce podcast pour la première fois. Salut Raphaël, comment vas-tu ? Salut, bah écoute, super bien. Je suis super content de passer de auditeur à podcasteur finalement, et bah j'espère que ça va bien se passer. Mais même si j'avoue, je suis un peu jaloux de pas avoir le dossard jaune moi aussi. Franchement, je te lève le dossard rouge. Faut que tu sois un peu, voilà, faut que tu sois un peu patient. Pour l'instant, tu pourrais viser le bleu pour commencer, mais faut que tu sois un petit peu patient. Bon, et puis t'inquiète pas, Romain n'a jamais mordu personne, il se contente juste de virer les gens si ça va pas. Super, mais il ne mord pas. Voilà, c'est ça. Bon allez, au sommaire aujourd'hui. Le Summer Tour d'Arson, c'était il y a 2 semaines, on reviendra sur les résultats. La décla de Johannes Beu, vous en avez peut-être entendu parler, une décla un peu polémique sur ses relations avec Martin Fourcade. On passera ensuite au thème olympique, bien évidemment. Les Jeux Olympiques, c'est dans quoi ? Dans 3-4 mois, c'est ça à peu près ? Février, ouais. Donc, ouais, c'est ça. Donc, on s'y approche. On reviendra sur les propos de Dorothea Virer, qui n'est pas forcément franchement emballée par l'esprit olympique à Pékin. On parlera également des quotas qui ont été un petit peu modifiés pour ces JO. Toujours dans le cadre olympique, Martin Fourcade, on vient de le dire en introduction, un candidat à la commission des athlètes du CIO, on en parlera. Et c'est une actu chaude sur l'organisation des Jeux Olympiques 2030 avec la France qui se porte peut-être volontaire. On développera ça un petit peu plus tard. On reviendra aussi sur la Coupe du Monde avec une actu qui est tombée cette semaine et notamment sur la règle des 2 plus mauvais résultats qui est de retour. Souvenez-vous, elle avait été modifiée en cette année de crise sanitaire. Et enfin, on parlera des courses à venir. On clôturera là-dessus. Ça sent bon la neige, ça sent bon les dernières courses de préparation et donc le début de la Coupe du Monde. Une actu très riche encore pour cette émission, alors ne perdons pas de temps, c'est parti pour ce 44e numéro de Biathlon en live. Jingle. On commence donc avec Romain, tu vas nous faire un point sur les courses d'Arson qui se sont déroulées il y a 2 semaines. Eh bien, nous t'écoutons. Exactement Damien, la deuxième étape du SAMC Summer Tour comptant pour les championnats de France s'est disputée le week-end du 16 et 17 octobre à Arson sur le stade Florence Bavrel. Au programme il y avait... En public ? Oui, avec du public. Donc il y avait peu près... Ça fait plaisir. C'est clair, ouais. Il y avait 8000 spectateurs je crois, donc il y avait une grande foule durant tout le week-end. Évidemment les biathlètes étaient heureux de retrouver le public. Et donc le public a pu assister à des sprints le samedi et des poursuites le dimanche. En ce qui concerne donc la journée de samedi chez les dames, c'est Tanaïs Bescon qui s'est imposée en senior en devançant Anaïs Chevalier-Boucher et Julia Simon. En E22, nous avons eu un doublé des sœurs Béné, puisque Camille s'est imposée devant sa petite sœur Chloé, tandis que Camille Coupé a remporté le bronze. Et en U19, Annelle Bandou a remporté l'or en devançant Lola Gilbert, Janselme et Amandine Mangin.
Du côté des hommes, on a une petite surprise, hein, puisque c'est Emilien Claude qui a devancé tous les cadors sur le sprint, même si nous l'avions vu sur la Coupe du Monde, hein, mais c'est une grosse perf de sa part. Il s'impose devant Quentin Fillon-Maillet et une autre surprise, Rémi Broutier, qui est en catégorie U22, qui plus est. Donc logiquement, il remporte aussi donc la catégorie de son âge, U22, en devançant Oscar Lombardo, qui était le local de l'étape, et Eric Perrault. Et en U19, c'est Martin Bottet qui a remporté la victoire devant Lionel Joanneau et Axel Garnier. Le dimanche, sur la poursuite chez les dames, on a eu une inversion des Anaïs. Donc c'est Anaïs Chevalier-Boucher qui a remporté l'or devant donc Anaïs Bescon. Quatrième la veille, c'est Justine Bréza-Boucher qui a décroché la médaille de bronze. Alors en U22, une sensation, même si ce n'est plus trop une, vu qu'on la voit de plus en plus venir ces dernières années, c'est Tanel Bandou qui est U19, qui donc remporte la catégorie supérieure en devançant Camille Bénet et Jeanne Richard. Et donc en U19, donc c'est Tanel Bandou évidemment donc qui s'impose aussi, qui devance Amandine Mangin et Lola Gilbert-Janselme qui ont changé leur position par rapport à la veille. Et enfin, donc sur la poursuite homme, les cadors ont repris le dessus, puisque c'est Quentin Fillon-Maillet deuxième sur la sprint qui s'impose le dimanche. Il devance Emilia Jacquelin, qui fait un bon retour après s'être blessé au poignet gauche. Et troisième, Fabien Claude, qui s'était également blessé il y a quelques semaines et qui n'avait pas pris part à la première étape des plans d'automne. En U22, c'est Eric Perrault, qui a pris meilleur sur ses adversaires, en devançant Jacques Jeffries et Rémi Broutier. Et enfin, en U19, Lionel Joanneau s'est imposé devant Edgar Génie et Axel Garnier. Et si vous voulez plus de précision et aussi les résultats complets des U15 et U17, vous pouvez aller sur notre site internet, bien évidemment. Jacques Jeffries, Romain, qui a récemment répondu à nos questions sur biathlonlive.com. Exactement, il nous a accordé une longue interview pour revenir sur son été et sur l'hiver à venir. Et il a beaucoup de motivation, d'ambition, le biathlète DG pour cet hiver. Eh bien écoutez, on lui souhaite une compétition à Arson que vous avez pu suivre au plus près grâce aux équipes de biathlonlive.com qui étaient très représentées sur place, qui ont inondé l'Instagram de Biathlon Live. Donc il doit certainement rester encore quelques photos, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Merci pour ces résultats, Romain. Donc on a principalement parlé des Bleus, le programme justement des équipes de France pour ces prochaines semaines. Alors ouais, en tout cas pour les A, après le Summer Tour, les tricolores sont pour la plupart rentrés tous chez eux pour s'entraîner. Mais certains comme Quentin Fillon-Maillet ou Fabien Claude ont directement rechaussé les skis. Pour ça, ils sont allés sur le glacier de Tignes. Mais comme je disais, sinon entraînement à la maison pour tous. Puis dans quelques jours, le 4 novembre, donc ça arrive très vite, les Bleus vont s'envoler pour la Norvège pour effectuer un stage d'une dizaine de jours à Souchen, donc sur neige, donc qu'ils boucleront par une participation aux sélections nationales norvégiennes sur le week-end du 13 et 14 novembre. Et d'ailleurs, ils retrouveront leurs vieux rivaux norvégiens sur place, mais on en reparlera un peu plus tard. Et ensuite, il sera enfin temps de prendre la direction de la Suède pour l'ouverture de la Coupe du Monde à Östersund. Ok, merci Romain. Donc tu le disais, nos Bleus vont retrouver leurs meilleurs ennemis norvégiens très prochainement. Et justement, on va parler du plus talentueux d'entre eux, Johannes Bö. Donc les frères Bö, vous le savez, ont sorti une biographie il y a peu de temps. Et justement, dans ce cadre-là, Johannes Bö était invité par la TV2, une télé norvégienne. Et il a tenu des propos qui ont fait un peu monter la mayonnaise, je le cite, avec Martin Fourcade forcément, il y a eu des années où on ne se saluait même pas. Lorsque l'on montait sur le podium ensemble, on se disait juste félicitations. À l'entraînement dans les couloirs de l'hôtel, il régnait une ambiance froide. Donc voilà, en quelque sorte, il dévoile un peu les coulisses de ces années de Coupe du Monde. On sait, c'est une grande rivalité entre les deux hommes. On n'imaginait peut-être pas que l'ambiance pouvait être tendue à ce point-là. Est-ce que vous avez été surpris justement par ces propos tenus par Johannes ? Globalement, c'est vrai que on se doute qu'il y a un énorme respect entre les deux athlètes parce que globalement ils se sont tirés la bourre quand même sur les dernières années de la carrière de Martin et c'était très 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 impressionnant de voir à quel point Johannes a réussi à élever son niveau pour justement égaler et dépasser Martin même à un certain moment.
Mais je pense que cette tension pouvait aussi naître du départ de Siegfried Maset pour du coup l'entraînement de la Norvège. Et donc je pense que ça a peut-être mis de l'huile sur le feu et peut-être du coup Martin avait une certaine forme de rancœur envers l'équipe de Norvège, ce qui explique du coup cette forme de relation, après cette sous-disposition bien sûr, mais ça peut expliquer certaines choses. Romain, tu en penses quoi? Ouais, je suis d'accord, surtout que les dernières années, ça allait plutôt bien entre les deux, hein. Genre, ils étaient quand même, Alors il ça se précise passait pas, hein, bien. il précise pas exactement quelles années ont été tendues. Il dit certaines années, hein, c'est ça Ouais, mais je pense que Raphaël a très bien ciblé, c'est surtout les années 2017, 2018, là, quand Siegfried Maset est arrivé au niveau du tir norvégien, et aussi c'est l'époque où Johannes Bö a commencé à taquiner Titillé. Martin Fourcade sur les courses. Donc je pense que c'est un peu de tout, mais après ça m'étonne pas, je suis pas surpris parce qu'on connaît le caractère de Martin Fourcade, hein, et enfin c'est pas une critique, hein, mais il a un sacré caractère, on le voit que ce soit en dehors ou sur les pistes, et il l'a dit très bien aussi, hein, Martin, il a un peu comment dire, il a prouvé les propos de Johannes Bö en disant qu'on ne pouvait pas être ami avec ses adversaires. Il l'a dit dans le livre des frères. Donc moi je suis pas étonné qu'il y ait eu des tensions ou que ce soit un peu froid, mais non, je suis d'accord avec Raphaël, c'est un peu de tout, et au final le respect l'a quand même emporté entre les deux. Il y a Bien toujours sûr. eu du respect, mais il y avait cette rivalité qui fait que voilà, c'est que forcément des fois ça, c'est dans tous les sports, c'est comme ça, hein. Oui, et puis À un moment on donné, est un petit peu dans un univers policé aussi en biathlon. C'est vrai que il n'y a pas souvent oui. de déclarations fracassantes. Bon, il y a des réactions à chaud, mais ça va plus être sur les courses qui viennent de se dérouler, pas sur sur l'ambiance. Donc c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude Oui. d'entendre ce genre de déclat, quoi. Après, voilà, hein, c'est des rivalités historiques. Il y en a dans tous les sports. Donc on sait par exemple, je sais pas, on peut prendre comme exemple aussi dans le tennis, hein, Nadal et Federer. On sait que ce sont des personnes qui se respectent énormément, mais qui ne sont pas forcément non plus amis de tous les jours, quoi. Hein, c'est donc Bah, c'est ça. Après, pour l'analogie, je dirais même plus que Johannes, c'est un peu le Djokovic, c'est-à-dire qu'il vient derrière les deux monstres, Björn Allen et Martin Fourcade, et du coup, il arrive à quand même affronter ces monstres et les regarder dans les yeux. Et ouais, c'est sûr que du coup, il y a aussi ce petit nouveau qui arrive, qui pousse la C'est hiérarchie, ça, hein. et ça peut être mal vu aussi. Après, je trouve que c'est quand même un peu sorti du contexte dans le sens quand on voit la réaction, notamment à la dernière course de Martin à Contiolahti, où justement ils font quand même une grosse accolade et enfin on sent qu'il y a des mots qui sont forts parce que pendant 5 minutes ils vont parler ensemble justement et voilà, enfin il y a quand même un respect énorme et je pense que du coup ouais, c'est une petite polémique mais en mode juste pour souligner la différence entre sa relation qu'il a actuellement avec Sturla et qu'il avait la rivalité qu'il avait avec Martin, quoi. Oui, à la base, c'était vraiment pour comparer finalement ces rivalités avec Martin et celle avec Stola Omleri. C'était surtout ça au final l'intérêt de cette interview. Mais après aussi, je pense que c'est une question d'ego aussi. Pour Martin, alors avoir de l'ego, c'est pas négatif, hein. Je pense qu'il s'est construit par rapport à son caractère. Il est devenu ce qu'il est grâce à ça. Mais forcément, quand t'as le petit nouveau qui arrive derrière et qui te bouscule, forcément ça fait un peu mal, hein. Surtout quand il est norvégien, qui est entraîné par ton ancien coach de tir. Voilà, je pense que tout fait que voilà, mais au final, on l'a vu, Raphaël l'a dit que il y avait énormément de respect sur la fin. Martin a été tout un respect en disant que Johannes Bö méritait complètement le globe, qu'il était plus fort. oui, Non, et puis on il n'y a parle pas de polémique à avoir et voilà. Et de toute façon, après, faut voir aussi comment va évoluer sa relation avec ce tour-là. C'est ça qui va être intéressant parce qu'il le dit que il sait pas trop forcément comment il aurait réagi si c'était ce tour-là qui avait remporté le globe. Et il a Oui. vraiment été surpris du fait que ce tour-là vienne directement le voir à la fin de la course pour lui dire bravo, tout ça. Et on comprend que peut-être Johannes ne l'aurait pas forcément fait. Donc à voir comment les choses vont évoluer. Mais forcément là en plus c'est dans une même équipe. La relation est complètement différente. Elle est beaucoup plus accentuée parce que ça peut complètement miner le moral, les tensions dans l'équipe, ça peut être assez compliqué. On le voit en équipe d'Italie, hein, avec Dorothée Avereur et Elisa Vitodi, le tollé que ça a fait. Et encore aujourd'hui, c'est pas très c'est encore cordial, plus j'ai compliqué l'impression. quand c'est des rivalités Ouais, internes, hein, que des c'est ça rivalités entre exactement. nations.
Après, pour résumer tous vos propos, hein, on est face à deux énormes champions d'une même discipline qui ont une haine de la défaite, voilà, hein, Complètement, oui. qui est assez fort. Donc forcément, voilà, hein, ça fait partie justement de la rivalité sportive. Elle dépasse un petit peu le cadre extrasportif, pas se saluer dans les couloirs, les choses comme ça. On le dit souvent, hein, les courses, des fois, ça commence 24 heures avant dans les regards, les choses comme ça. Et c'est certainement le cas, le cas ici, quoi. Justement, tu te rappelles, Damien, on avait fait un podcast sur Martin Fourcade. On est revenu sur toute sa carrière et notamment le passage où il en parle d'ailleurs dans son livre avec Simon Champ. C'est vrai. Il fait sa poignée de main à Oslo alors qu'ils sont, tu vois, le gros globe se joue entre les deux. Il y a quelques points de différence sur la fin de saison. Il y a une tension qui est énorme et ils font une poignée de main entre deux interviews, Simon Champ et Martin Fourcade. Une poignée de main qui voulait pas forcément se faire à la base, mais c'est les journalistes qui ont voulu. Et il y a une telle tension, Martin a ressenti une poignée de main très moite de la part de Simon Champ et c'est là où tout a basculé et il a compris qu'à ce moment-là que c'était ça pour lui, quoi. Ça exactement, ça se joue la rivalité, forcément ça se joue en piste mais ça se joue aussi surtout à côté, c'est très mental et on oublie souvent ce côté-là. Et non mais après c'est sûr que quand tu es à la place de Martin, quand tu gagnes pendant 7 années consécutives, c'est compliqué forcément de chuter, de voir des gens derrière toi grignoter un peu de terrain petit à petit et te dépasser. Donc bon, après on a vu sur les dernières années, il a quand même accepté cela et il a eu une happy end, on va dire, sur la dernière saison. Oui, clairement. Et puis non, et aussi c'est vrai que cette côté gestion mentale qui est très très importante dans le biathlon, dans le sens où la saison est très longue et donc il y a pas le droit d'avoir trop de faux pas. Donc forcément, tout ce qui est genre impact psychologique et joue énormément. Enfin, surtout quand on voit, par exemple, même sur n'importe quelle course, comment le dernier tir debout est très important et tout se joue dans la tête, comme dirait, dans Martin dans son livre. C'est que vraiment, de temps en temps, il sait qu'il a déjà mis la balle avant même d'avoir appuyé sur la gâchette, sur la détente, car justement, c'est mental et il visualise la balle et il sait qu'elle va aller dedans. Donc bon, allez, en résumé, hein. Johannes et Martin ne partiront peut-être pas en vacances ensemble, mais c'est pas pour autant qu'ils se détestent. Ok, bon, merci pour vos avis. Je disais au début de ce podcast, moins d'un mois pour le début de la Coupe du Monde, et on est presque à 3 mois. C'est le 4 février 2022 que sera donné le coup d'envoi des Jeux Olympiques. De Pékin, donc on s'en approche à grands pas. Et justement, récemment, il y a une déclaration à ce sujet-là de Dorothea Virer, et la petite Italienne, qui n'est pas franchement emballée par ces Jeux Olympiques. Elle explique très clairement, elle le dit, je m'attends à la même chose qu'à Pyeongchang, donc les derniers Jeux Olympiques en 2018, où nous n'avons pas ressenti l'esprit olympique, même si le souvenir de la médaille reste. À Sochi, en revanche, c'était très agréable, tant au niveau du cadre que de la chaleur du public. Alors, on en a déjà parlé un petit peu dans les précédents podcasts. Ces Jeux Olympiques, même foncièrement, nous emballent pas réellement, du moins sur l'aspect esprit olympique. Vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Doro ? Moi, en tant que spectateur, je suis plutôt d'accord. Oui, pareil. Vous sentez pas, vous attendez pas ces jeux avec impatience, quoi. C'est ça que je veux dire, quoi. Un peu quand même, parce que c'est les Jeux Olympiques et bon, après quand t'es plongé dans le truc, tu fais plus forcément gaffe, attention aux alentours de ce qui se passe. On le rappelle, uniquement les spectateurs chinois ou résidents en Chine pourront assister aux épreuves de tous les sports. Donc. Ouais, et vu comment ça se passe actuellement, là, ils reconfinent, ça va peut-être finalement finir en huis clos total, donc à voir, mais ça va ressembler aux jeux qu'on a eu à Pyeongchang, il y avait pas, c'était pas un emballement, aussi, il manque peut-être un esprit, justement de biathlon, qu'on a notamment en Europe ou que ce soit en Norvège, en Italie, en Allemagne, ce côté vraiment ferveur populaire et du public qui va crier entre chaque balle, qui va vraiment encourager les biathlètes, et même le respect envers les adversaires. Quand on voyait par exemple même à Oslo, quand Martin justement avait fait la razzia au niveau des mondiaux en 2016, globalement, c'est vrai que ça a été assez impressionnant de voir à quel point les Norvégiens respectaient justement l'athlète qui était Martin, et du coup, c'est vrai que en Chine on a du mal à s'imaginer justement que une telle ferveur. C'est pas un public de connaisseurs, c'est sûr, en Chine, de biathlon et même de sport d'hiver tout court.
Donc ouais, c'est pas folichon, mais bon, de toute façon après, hein, on va être devant et on va kiffer, hein, comme d'habitude. Hein, voilà, on va pas faire Oui, non plus nos sûr. Ça mauvaises reste, langues. ça reste Hein, une course olympique avec ce que ça engage à la fin, c'est quoi, sûr. bien Hein. évidemment. Mais Ouais. oui, non, après, il y aura pas, voilà, de grosse ambiance. Bon, souvenez-vous, hein, il y a 4 ans, on était dans cette configuration-là à Pyeongchang, sachant que le climat aussi était très compliqué. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez de nos biathlètes qui étaient encagoulés, Oui. il faisait moins 20 degrés, Exactement. on était à la Mm. limite de déplacer des épreuves. D'ailleurs, il y en a une qui a été, qui a été reportée, je crois, hein, pendant la semaine, je sais plus laquelle Oui, c'était. je crois Oui. je sais plus laquelle, mais une Le course. relais mixte, hein, je crois, justement, où ils Le sont relais, champions ouais, olympiques. Mais Mm. voilà, alors là, on est sur un site, pareil, on l'a déjà dit, hein, en altitude, hein, Romain, hein, c'est ça, hein, on est sur. Ouais, c'est environ 1700 mètres Ouais, d'altitude. comme Antols, quoi, hein, Mm. à peu Ouais, près. environ, C'est ça. même, ouais, c'est exactement, ouais. Donc voilà, Mm. il n'y a pas eu de préparation, hein, la course de l'année dernière a été tout simplement annulée. Donc on va vraiment, enfin, nous spectateurs, on va un peu découvrir en même temps que les sportifs, quoi. C'est clair, Donc, ouais. Ouais. Parce que les athlètes ont quand même eu certaines données, les profils des pistes et tout, mais après, oui, enfin, ils sont pas allés sur place, donc forcément là, c'est un gros manque. Mais après, toutes les équipes sont à égalité, hormis les Chinois, évidemment. Mais Oui. sinon, bon bah, oui, ça va être la découverte pour les JO. Ça va être, c'est aussi intéressant, hein. Donc on va voir ça de près, mais oui, c'est sûr que les Jeux de Pékin nous emballent pas à un haut point, mais on a hâte déjà d'être en 2026 pour les Jeux en Italie avec les épreuves Mhm. de biathlon à Antols. bah voilà, et C'est puis ça, c'est ça, c'est ça. pour les générations qui ont découvert les JO sur Vancouver, sur Sochi, bon bah c'est sûr que bon, c'est déjà Pyeongchang, c'était compliqué, là ça continue, c'est vrai que c'est un petit peu voilà, et Dorothée Avireur justement, la question lui est posée en même temps, est-ce qu'elle tiendra jusqu'à Turin, pas Turin pardon, Milan, qui c'est les Jeux Olympiques d'après, hein, forcément, donc bon, Mm. si j'ai bien compris, non, enfin sa réponse actuelle c'est non. Mais Ouais. c'est peut-être que ça la titillera un peu en fonction de son niveau, de connaître une dernière Olympiade en Europe, d'autant plus à domicile. Donc, Alors, on voit Après, ça que m'étonnerait. certains athlètes d'été français qui ont poussé pour être jusqu'aux Jeux c'est de ça. Paris 2024, donc forcément c'est Mm. un petit truc en plus hein, qui te motive. Mais oui, là, 4 années après, on sent qu'en plus, Dorothée Avieur elle a des projets en tête familiaux. Oui. Elle C'est en ça. parle pas mal. Mhm. En plus, elle a une belle carrière déjà derrière elle. Bon bah, et aussi abri en plus à Pékin. Bon bah, il y a pas Je forcément de pense, raison à ce qu'elle continue. je pense également qu'il y a également, au-delà de l'aspect familial, il y a également l'aspect, je pense qu'elle voudrait peut-être s'investir dans le côté extra-sportif et à côté justement peut-être plus dans le côté organisation que en tant qu'athlète, parce que c'est vrai que ça me paraît assez utopique pour elle de, enfin, je suis pas à sa place, hein, mais elle aura quoi? Elle aura 38 ans ou 35. Non, voilà. 35. 35, pardon, 35. Mais bon, c'est vrai qu'elle est déjà, enfin, elle semble déjà assez, enfin, sa carrière semble déjà un peu sur la fin, entre guillemets. dans Oui, le sens où comment les plus belles ouais, années sont derrière elle, ouais, je pense, ouais. c'est ça. Ouais, après, peut-être qu'elle peut aussi disparaître 2 ans, faire ce qu'elle a à faire et revenir. Enfin bon, Oui, différentes c'est sûr. possibilités. Mais bon, en tout cas, voilà, hein, elle n'est pas emballée par ces Jeux Olympiques de Pékin. Peut-être que si elle a la médaille d'or autour du cou, bon, Ça changera un peu sa vision. elle changera C'est sûr. un petit peu d'avis. Donc voilà, et puis on vous rappelle, hein, ces courses-là, pour nous en France, hein, seront souvent diffusées. Ce qu'on avait dit, Romain, entre 8h et midi, à peu près, c'est ça, Ouais, le surtout matin. du 9h-10h, les débuts des courses, généralement, mais Ouais, ça 9h, sera, ouais, 10 9h horaires, et 10h du matin, ouais. du matin. Donc voilà, il faudra mettre le réveil tôt, se cacher au bureau en mettant C'est ça. France TV Sport en streaming. Donc voilà, on est tous en train d'élaborer nos stratégies pour ça. Donc puis bah, pour les plus vénards, hein, une petite semaine de vacances à ce moment-là, ça peut le faire Tu aussi. parles c'est pour ça. toi, là, Damien, non? Pardon? Tu parles pour toi, du coup, là, non? Ouais, j'essaye de Voilà. voir un peu comment je vais pouvoir développer le double travail. Je vais voir ça. Donc, donc ouais. Allez, on va poursuivre sur la page olympique. Justement, on parlait de Pékin et il y a un petit changement au niveau des quotas pour accéder à ces jeux. Et ça, c'est toi, Raphaël, qui nous en parle. Ouais, tout à fait. Alors globalement, il va y avoir un nouveau système de quotas donc pour sélectionner les athlètes qui participeront aux Jeux Olympiques, donc par nation bien sûr. Donc pour faire un petit récap, lors des derniers Jeux Olympiques,
globalement, on prenait en compte du coup les 5 premiers pays enfin la Coupe des Nations pardon, et les 5 premiers pays du coup pouvaient sélectionner 6 biathlètes, donc 4 par course. Et donc en fait, ils pouvaient avoir du coup 2 remplaçants, et donc typiquement un athlète qui fait un individuel pouvait ne pas participer au sprint poursuite si jamais du coup les entraîneurs décidaient d'intervertir les équipes. Désormais, seules les 3 premières nations auront ce quota en février prochain, et donc globalement, les pays qui sont classés entre la 4e et la 10e place auront un seul quota supplémentaire, donc un remplaçant supplémentaire, et ceux qui sont classés entre la 11e et la 20e auront 4 athlètes sur place seulement. Le reste, donc notamment le pays hôte, la Chine ou les pays invités, auront du coup 2 biathlètes maximum. Globalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les nations pourront du coup prendre des remplaçants et faire tourner entre les courses, mais ça va changer pas mal de choses, car en fait le classement cette fois n'est plus basé sur la Coupe du Monde antérieure, donc là ce qui serait la Coupe du Monde du coup 2020-2021, mais du coup sur les 12 meilleurs résultats sur la saison 2020-2021, mais également sur les premières étapes de la saison qui va arriver. Donc ça va jusqu'à l'étape de Ruhpolding. Donc c'est-à-dire que il va y avoir uniquement 12 meilleurs résultats. Juste pour finir un peu avec le côté technique, il va y avoir obligatoirement 6 sprints, un individuel, 3 relais, un relais mixte et un relais simple, comme course obligatoire prise dans ces 12 résultats. Et donc après, on prendra du coup les meilleurs pour les équipes masculines et féminines, et ensuite on fera le classement. Ok, merci Raphaël. Donc vous l'aurez compris, petite pression pour les nations jusqu'en février prochain, parce que les résultats novembre, décembre, janvier vont donc être pris en compte pour ces histoires de quotas. On sait pourquoi ça a été modifié? Quelle est la volonté derrière tout ça? Je crois que c'est lié au Covid. Il y a beaucoup moins d'athlètes qui vont du coup aller sur place. Ouais. Vu qu'il y a les plus gros quotas sont désormais que pour les 3e et 5e places, donc je crois que c'est pour une question sanitaire. C'est exactement ça. C'est voilà, pour limiter en fait du coup le nombre de biathlètes total sur place et le nombre d'athlètes qui devraient réduire par rapport au JO de Pyeongchang. Ok, bon. Après, honnêtement, ça pourrait valoir le coup d'aller chercher, mais est-ce que le 6e remplaçant a souvent eu l'occasion de rentrer en compétition? Non, pas forcément, non. Alors, non, souvent le 5e entre pour les relais ou l'individuel ça arrive aussi, ça peut arriver, ouais. Mais là, typiquement, pour citer que l'équipe de France, oui, c'est vrai qu'il y a une grosse concurrence. Je pense que du coup Simon Détieux, Quentin Fillon-Maillet et Antonin Guigona, Émilien Jacquelin, ouais, je vais y arriver, devraient du coup avoir leur place de titulaire. Mais du coup c'est vrai que entre Fabien Claude et Antonin Guigona, il y a un peu cette bataille pour la 4e et dernière place de titulaire. Donc du coup ça m'étonnerait pas que on voit un Antonin qui fasse par exemple le relais mix ou alors un individuel, alors que Fabien Claude pourrait faire le sprint poursuite. Alors voilà, après c'est les entraîneurs qui décideront, bien évidemment. C'est comme au mondiaux finalement, c'est le même principe. Ouais, puis il y a pas de single mix non plus. Ça, des fois ça rebat les cartes. Donc là il y aura pas. Et puis on le sait, généralement, par exemple sur le relais mixte. On fait pas rentrer un remplaçant, c'est les 2 plus forts chez les femmes, les 2 plus forts chez les hommes. Enfin, là on est sur des courses olympiques, donc c'est vraiment différent, quoi. Donc, d'ailleurs, il y a un point assez bizarre dans ce règlement, c'est le fait que du coup, parmi les relais, en fait, il y a le relais mixte simple qui est pris en compte dans les 12 meilleures courses, alors que finalement, ce n'est pas une course olympique. Voilà, c'est plus pour le côté du coup force de la nation, à mon avis, qui a été pris en compte. Et c'est c'est le classement des nations qui est pris en compte, c'est ce que tu disais. Alors en fait, c'est ça, c'est le truc hyper compliqué où on comprend rien là. Ils prennent. C'est ça. Si Romain lui il comprend très bien, mais moi je comprends pas ce classement là. Enfin, il y a des courses qui sont, d'autres qui sont pas. Enfin, c'est un peu. C'est ça. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est les 4 meilleurs résultats des biathlètes lors des courses qui sont pris en compte, pour résumer. Après en fait c'est ça, il y a certaines courses qui sont pas trop éligibles du coup au ce classement, car il y a des classements du coup faits pour les hommes, faits pour les femmes. Je crois que Romain, tu veux ajouter quelque chose? Non, mais je vais essayer d'être un peu clair pour les auditeurs, mais à la base la Coupe des Nations ça regroupe tous les sprints, les individuels, les relais hommes et femmes, tout dépend à l'équipe, relais mixte et relais mixte simple. Et en fait on fait la somme des 3 meilleurs performeurs de chaque nation, et ensuite on groupe les points de ces 3 meilleurs et ça fait un classement sur toute la saison en fait. Et c'est comme ça que est calculé
le classement de la Coupe des Nations. Mais en fait, alors c'est aussi sur ça se basait à la base enfin pour faire le quota pour les Jeux de Pyeongchang. Mais cet hiver, pour les Jeux de Pékin, on va se baser aussi sur ce classement, mais qu'en retenant que 12 résultats. Les Comme 12 l'a derniers, expliqué quoi. Raphaël, avec 6 sprints, un individuel, 3 relais par genre, un relais mixte et un relais mixte simple. Ouais, donc les résultats de l'année dernière vont quasiment disparaître en fait, parce que les 6 sprints, on les aura quasiment en février. Alors peut-être qu'ils arrêtent. Non, bah après non, on regroupe, ça se fait sur la dernière saison, plus le début de saison, on prendra les 6 meilleurs sprints de la dernière saison, plus de celle-là. Ah, qui d'accord. arrive. C'est ça. Ok. Oh là là, En fait, on se base sur c'est une pas trentaine de compliqué, courses. tout ça. On se Ouais. base sur la vingtaine de courses qu'il y a eu la dernière saison, plus la dizaine qu'on va avoir en ce début d'année. C'est ça. D'accord. Ok. Bon. Je sais pas si c'est très clair, mais Si, non, mais c'est clair, hein. L'explication est claire. C'est juste, plus c'est pas sur la forme, hein, c'est plus sur le fond. C'est vraiment. oui, après c'est- Donc oui, en gros, ne c'est- cartonnez pas sur la poursuite et les mastart, hein, ça ne sert à rien. Ça vous donnera pas plus de quotas. Oui, Donc, parce que pour ceux qui se demandent pourquoi il n'y a pas la poursuite et il n'y a pas les mastart, c'est que bah ça favoriserait énormément les grosses nations, parce que sur une mastart on trouve 5 Norvégiens, 5 Français, 5 Allemands, donc forcément eux ils marqueraient que des points, beaucoup de points, alors que les petites nations elles pourraient pas se défendre sur ces courses-là, tu vois. Ouais, C'est bon, ça, c'est vrai c'est qu'après, dans l'esprit olympique, c'est souvent comme ça. Il faut que toutes les nations soient représentées, quoi. On est moins Ouais. dans une. Mais même aussi sur Et leur champ. la Coupe des Nations aussi, hein, ça compte aussi pour la Coupe des Nations. Mm. C'est il y a pas la mastart et les Ouais. poursuites aussi, donc Voilà, voilà. c'est ça. Ok, bon, et on en est où alors de ce classement actuellement? On est bon ou on n'est pas bon? Alors, du coup, je vais faire homme puis femme. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, les 3 premières places sont très importantes, du coup, pour avoir 2 remplaçants. Donc, pour les hommes, actuellement, c'est la Norvège qui est en tête, suivi de la France et de la Suède. Donc là, on est bon. Et il y a un petit matelas de sécurité. Enfin, la première place semble inatteignable pour les Français, mais la seconde place semble sécurisée. Voilà, globalement, ce qu'il faut retenir. On peut remarquer aussi qu'avec ce système de classement, la Suède fait un grand bon classement et passe du coup normalement de la 5e place à la 3e place et du coup gratte un quota à l'Allemagne. Donc voilà, c'est voilà, le petit bond du coup au classement. Par contre, pour les femmes, c'est beaucoup plus serré. La Norvège et la Suède semblent largement en avance du coup pour avoir la première et la 2e place. Cependant, la France et l'Allemagne sont très très proches en termes de ce classement spécifique pour les quotas aux Jeux Olympiques. Actuellement, c'est la France qui est devant pour seulement 20 points, donc c'est très peu. Et devant l'Allemagne du coup, et ensuite devant la Biélorussie. Ok, et vous savez quand ce classement est arrêté, est-ce que ça va jusqu'à Antols fin janvier ou... Jusqu'à Tu n'es- Ruhpolding. Tu n'écoutes pas, Damien. Ah, bah Raphaël non, j'ai l'a pas dit. entendu. Oh. Ah, excusez-moi, Ruhpolding, d'accord. Ok, donc C'est une forme de bisutage, c'est ça. ouais, c'est ça. On Antols, c'est n'écoute pour, pas les c'est nouveaux, pour du beurre alors. C'est pour du beurre, Antols. Ok, Ouais, exactement, ouais. Et du coup, bah, c'est comme l'équipe de France féminine fait quand même la bonne opération, parce que sur le classement de la Coupe des Nations, si elle s'était basée sur le classement de l'an dernier, pour les Jeux, elle était 4e. Donc elle n'aurait eu 4e, qu'un c'est ça. quota, qu'un remplaçant, une D'accord. remplaçante. D'accord. Mais là, donc, vu que ça se joue encore sur 12 résultats jusqu'à la prochaine saison, jusqu'à Ruhpolding, tout est encore fait et la France est en bonne position. Ok. C'est ça. Bon, donc pour les hommes, c'est quasiment acquis. Pour ces dames, va falloir faire attention. C'est ça, va Bon, surtout après, surveiller en on fait vous le les rappelle résultats encore des une fois, Allemands. hein, ce n'est pas une athlète de moins en course, hein, c'est une athlète remplaçante. Voilà. Mais bon, hein, c'est pas ce qui Exactement. peut se passer. Hein. C'est loin, Pékin. Il peut y avoir aussi des maladies, des blessures, voilà. Hein, donc, Le Covid, hein, on n'oublie pas. Hein, ça bah, peut aussi être, entre autres, hein, donc voilà. Hein, je sais pas quelle est la règle exactement en cas d'absence d'un remplaçant, enfin ou pour maladie ou choses comme ça, mais je sais pas si un remplaçant est C'est remplaçable. un coach qui met les skis. Oui, il y a un C'est ça. coach. Voilà, c'est ça. Il y a un Voilà. coach qui mettra les skis. Donc Ça. et puis C'est Polo rapatrier, Jacquino qui mettra une carabine sur le dos pour compléter le relais C'est- féminin. Allez, Ça aurait été, c'est c'est ça. parti. Ce Ça sera, aurait été le moment de prendre du coup Martin en tant qu'entraîneur au cas où. c'est ça. Ah, pas c'est bête, ça. ouais, c'est vrai que, ouais. Ouais, il y a son grand frère qui sera peut-être pas loin. Ok, Ouais, bon c'est bah, vrai.
Voilà donc pour cette nouvelle règle des quotas hein, pour les JO. Hein. De toute façon, bien sûr, on vous tiendra au courant au fur et à mesure de la saison. Justement, Raphaël, tu parlais de Martin Fourcade. Alors peut-être que du coup, il enfilera pas la carabine hein, parce qu'il va avoir d'autres chats à fouetter. En effet, on l'a pris récemment. Hein, enfin, on va dire on l'a pris officiellement. Il est candidat à la commission des athlètes du CIO. Rien que ça, hein, Raphaël. Ouais, c'est ça. Bah déjà, super transition, hein, bien trouvé, franchement. Merci, là-dessus, merci. assez impressionnant. Non, mais c'est ça. Du coup, Martin Fourcade a officialisé du coup, enfin, sa candidature au CEO. Donc, il fait partie du coup des 17 candidats pour rejoindre la commission des athlètes pour un mandat de 8 ans. Donc, les athlètes élus remplaceront du coup, alors excusez-moi de la prononciation, Ale Vikenser et Olener Bandelen du coup qui ont arrêté leur prise de fonction enfin qui arrêteront à Pékin. Donc il y aura donc deux athlètes issus de sports différents qui rejoindront cette commission. Comment se passe l'élection? En fait, c'est les athlètes qui participeront aux JO de Pékin en 2022 qui pourront voter pour leurs représentants dans les villages olympiques du coup pendant les Jeux olympiques. Donc voilà, un petit rappel, c'est que pour reprendre la France, du coup Martin Fourcade avait été choisi par le Comité national olympique et sport français pour représenter la France à la place de Renaud Lavillenie. C'était une bataille de champions olympiques remportée par Martin. C'est ça. Et donc après, pour citer quelques noms, comme du coup parmi les 17 du coup candidats, on peut citer notamment alors, encore une fois excusez-moi pour la prononciation, du coup Nathan Icon Crompton, donc qui était américain mais qui a finalement concouru pour les îles Samoa américaines en skeleton, ou alors la Nigériane Sun Adgun qui était spécialiste du 100 mètres haies, donc qui a fait les Jeux olympiques du coup à Pékin au 100 mètres haies, puis après s'est convertie en bobsleigh. Donc voilà, c'est on peut a citer Frida, moi la seule que je connais, hein, honnêtement, Frida Hansdotter. Ouais, moi aussi, ouais. Oui. Skieuse Oui. suédoise. C'est ça, c'est là, qui a 4 victoires en Coupe du Monde, il me semble, et un titre olympique. Ouais. C'est ça. Bon. Oui, là, c'est... Et les pronostics, là, on a des pistes, des choses, on sait s'il a des chances d'être élu plus que d'autres ou pas du tout, ça sera totalement alors c'est vrai que c'est compliqué, je pense, de savoir. Hein. C'est ça. C'est les athlètes après qui ont le dernier mot, et après, forcément, la popularité va jouer. Hein, un Martin Fourcade, forcément, dans le monde des sports d'hiver, est connu, reconnu. Il a quelques breloques à faire valoir, oui, c'est vrai, en effet. C'est ça, et je pense que ça, forcément, ça joue forcément, et les Français voteront pour lui. Oui, puis la chance qu'il a aussi, c'est qu'il va être élu, donc, enfin, les électeurs de cette tournée-là, c'est des électeurs de sport d'hiver, quoi. Oui, c'est ça. Ça, c'est une grosse chance pour lui, quoi. Et puis c'est ça, et puis comme il le disait dans l'interview, c'est vrai que il a envie d'aller à la rencontre des athlètes, il veut vraiment faire une campagne pour il prend vraiment cette candidature très au sérieux, et il veut vraiment essayer d'être au contact des athlètes pour comprendre du coup leur ressenti vis-à-vis du coup de ces Jeux olympiques très particuliers, mais également dans le but de gagner des voix. Enfin vraiment c'est de la politique, et Martin Fourcade compte bien se donner à 100% pour réussir à intégrer le CIO, quoi. Oui, et puis on le connaît, Martin, c'est un très beau communicant, voilà, il sait faire ça. Alors, juste pour préciser pour nos auditeurs, on parle bien de la commission des athlètes, on parle pas d'être membre permanent comme peuvent l'être Tony Estanguet ou Guy Dru pour la France. C'est ça. C'est autre chose, la commission des athlètes. Peut-être que Martin le sera un jour membre permanent, mais pour l'instant. On espère que Martin Fourcade pourra remplacer Tony Estanguet à la commission des athlètes qu'il a quitté il y a quelques mois après les Jeux de Pékin. Ouais, après les JO, c'est ça. Tokyo, pardon. De Tokyo. Ouais. Oui, Tokyo. Et excusez-moi, j'ai oublié, je cite également autre membre français de actif du CIO, Jean-Christophe Roland, également, en plus de Guy Dru. Donc voilà, écoutez, on va lui souhaiter bonne chance à Martin là-dedans. Il va faire donc un peu de politique, je pense, tout le mois de février en Chine. Il va aller serrer quelques mains, saluer quelques personnes. Le salut n'est plus de rigueur en ce moment. C'est ça. Surtout, c'est clair. Donc voilà. On sait les résultats, enfin une date pour les résultats ou pas? Je crois que c'est pendant les Jeux, je crois. C'est ça. Là, globalement, les votes se clôturent le 16 février 2022.
Ok. Et donc le résultat devrait tomber vraisemblablement le jour même ou le lendemain. D'accord. Donc ce D'accord. sera en D'accord. plein dans les jeux encore, ouais. C'est ça. Ok. C'est ça. Bon, après, voilà, on est un peu dans la logique des choses hein, pour Martin Fourcade. Hein. Ah Il oui. l'a toujours dit, Totalement. l'entraînement, c'est pas forcément quelque chose. Devenir entraîneur, c'est pas forcément quelque chose qui le passionne, hein, du moins pour l'instant. Donc Oui, c'est un voilà. peu, c'est sa destinée, hein. Enfin, c'est quelque chose qu'on voyait déjà venir. Enfin, il en parle souvent. Ce Bien côté sûr. communicant, organisateur. Enfin, on voit que ça lui Il plaît. s'est beaucoup Voilà. impliqué aussi dans l'organisation des JO de Paris hein, dans moins de 3 ans maintenant. Ah oui. Totalement. Donc, Et il y a aussi également le côté vouloir faire bouger les choses, faire évoluer le sport et positivement on peut voir aussi ces prises de parti très fortes que du coup notamment envers les Russes au moment du coup des affaires de dopage chez le contingent russe. Donc oui, c'est vrai Alors que après, ça semble logique. attention, hein, on va pas dire Oui, non, n'importe quoi non bien plus. sûr. Mais on sait très bien que le mouvement olympique hein, ne se décide pas toujours malheureusement uniquement par le Oui. dialogue. Hein. Donc Bien sûr. beaucoup de lobbies, Tout n'est pas rose, d'influence. oui. Hein, Tout n'est je pas vais rester- olympique dans le mouvement olympique. Ouais, voilà, ouais, je vais pas aller plus loin que le lobby et l'influence, hein, mais bon, pour l'instant, on va rester là-dessus. Puis bah voilà, on vous tiendra au courant, hein, donc pendant les Jeux Olympiques, hein, ça fera une autre actualité. Et justement, ces JO, bon, Dorothée Avirer l'a dit, hein, ça ne la passionne pas vraiment d'aller à Pékin. Bon, elle n'ira pas, je pense qu'en 2030, hein, ce sera terminé pour elle, à moins qu'elle nous fasse une burn d'haleine. Mais en revanche, hein, eh bien, il y a un petit coin de la France qui est très confiant, qui du moins souhaiterait accueillir ces Jeux Olympiques de 2030. Hein. Romain, tu nous expliques tout ça. Exactement, Damien. Alors peut-être Dorothée Avier sera sur place, mais en tant que spectatrice ou en voisine. experte télé, voilà, en tant que voisine, exactement. En tout cas, oui, la Savoie serait intéressée d'organiser les Jeux Olympiques de 2030. C'est une information de nos confrères du Dauphiné Libéré qui est tombée la semaine dernière, le jeudi. Donc la région Auvergne-Rhône-Alpes et le département de la Savoie travailleraient activement pour candidater en vue des Jeux 2030. Pour le moment, donc, il n'y a encore rien d'officiel. On va pas s'emballer par rapport à une candidature. Mais apparemment, une réunion se serait tenue il y a quelques jours à Moutier sur ce sujet. Et dans cette réunion, il y avait notamment les maires qui avaient organisé les Jeux d'Albertville en 92, où il y avait tous les sites. Donc, pas encore officiel, mais c'est envisagé une potentielle candidature de la France pour les Jeux 2030. Bon, bah écoutez, ça peut être une bonne nouvelle, même si voilà, hein, comme Romain le disait, hein, on est au stade vraiment initial. C'est plus une indiscrétion hein, du Dauphiné libéré, hein, c'est ça hein, qui a révélé cette. C'est ça, il y a pas eu de communication officielle, hein. Donc ouais. c'est ça, ouais, exactement. On est là-dessus. Donc on est à l'échelle d'un département, du coup, hein, on serait pas sur une ville pour l'instant, parce que c'est vrai qu'on pour le moment, il n'y a pas de ville ciblée. Alors peut-être que dans les réunions, il y a une ville ciblée, mais en tout cas, on évoque quand même déjà la Savoie. D'accord, on est sur la Savoie, mais d'accord. Ma question, comme ça, est-ce que vous y croyez à cette candidature? Globalement, oui, non, c'est sûr que enfin, ça serait vraiment incroyable d'avoir 2024 à Paris et ensuite 2030 en Savoie. Enfin, ça serait top. Après, c'est vrai que quand tu regardes les autres villes intéressées, il y a quand même la concurrence assez sérieuse. Enfin, justement, ces villes intéressées, Romain, tu nous les présentes? Ouais, alors rapidement, ouais, je vais vous citer. Alors il y a 4 villes qui ont montré leur envie d'organiser les Jeux. Alors ils n'ont pas encore déposé leur candidature officielle, mais ils y travaillent. Il y a Vancouver, qui avait déjà organisé les Jeux en 2010. Il y a Barcelone et la région des Pyrénées. Il y a également Salt Lake City, qui avait organisé les Jeux en 2002, et on se rappelle la razzia d'Olaina Björndalen à l'époque. Et il y a la ville japonaise de Sapporo, donc encore en Asie. Donc 4 villes principales là qui ont montré leur envie d'organiser les Jeux. Il y avait aussi une ville en Ukraine, Lille. Désolé pour la prononciation, mais après c'est pas solide par rapport aux autres. Ok.
Ok, ouais, donc bon, bah on a quand même une concurrence assez forte de base. Il n'y avait pas déjà eu une candidature française récemment sur les Jeux d'hiver, enfin qui est peut-être pas allée au Oui, bout ou, je crois que c'est pour les Jeux 2026 ou C'est c'était à ça. Annecy, mais oui, Ouais. c'était pas fait. Le Ouais, dossier était il y pas avait assez déjà solide eu. et Mhm. C'est ça. Alors je ne pense pas, non, c'est pas sur 2026. Je me demande si c'était pas plutôt sur 2022, justement les Jeux qui vont avoir 2022, lieu. ouais, ok. Ah, Maintenant. peut-être oui. Mais là, par exemple, alors bon, on est au début de quelque chose, notamment là, on parlait de 2026 aussi, Milan-Cortina. Le Mhm. nombre de candidatures qui ont été abandonnées, il y en a quasiment une dizaine. Par Oui, rapport à tous ceux qui prétendaient à une candidature au départ. Donc c'est pour vous dire à quel point on est éloigné pas du résultat final. Après, moi personnellement, je vous donne mon point de vue, je n'y crois absolument pas. Je serais Mhm. très content, Je suis mais d'accord avec pour, toi. pour différentes raisons. Raphaël, tu l'as dit, c'est vrai que d'avoir les Jeux de 2024 d'été 2030 en France serait génial. Justement, pour moi, tout ça est incompatible. C'est-à-dire que Mhm. voilà, on pourrait pas avoir. Il a fallu attendre les derniers Jeux en France, c'était 90, enfin 92, oui. pardon, exactement. 94 même. Albertville. Non, c'est 92. 92. Ouais, 92, c'était 92, oui. encore. C'est la dernière fois qu'il y avait des jeux d'été et d'hiver. Ouais, la même année. Donc ça, pour moi, c'est compliqué. Deuxièmement, on sait comment ça se passe. Alors sur les Jeux de Milan-Cortina, il y avait eu quand même la ville enfin, il y a eu Stockholm avec Areux qui avait candidaté. Il y avait quand même eu un vote final entre les deux pays, entre les deux villes. Mais maintenant, enfin, on l'a vu ce qui s'est passé sur les Jeux Olympiques d'été. Il y a quasiment plus personne ne porte de candidature jusqu'au bout. En gros, la candidature la plus solide, c'est celle qui reste. Et souvent, la candidature la plus solide, bah, c'est celle qui a déjà toutes les infrastructures. Et je crois que c'est le cas de Sapporo C'est actuellement. ça. Exactement, Ouais, Sapporo, 92% des Ouais. installations ouais. sont déjà là. Donc ça déjà, pour moi c'est le deuxième point noir. Et puis le dernier point noir, même si là, bon, c'est vrai qu'on a deux jeux d'affilée en Asie, le fait que ce soit à Milan en 2026, à quoi peut-être 300 km à vol d'oiseau de la Savoie, ça me paraît totalement rédhibitoire, quoi. Mais bon, après j'espère me tromper, mais je n'y crois absolument pas. Moi non plus, mais en plus pour les mêmes points que toi, donc j'ai rien d'autre à rajouter. Et ouais, c'est vrai que pour le moment, un gros avantage de Sapporo sur les villes candidates, avec Vancouver les a eu en 2010, donc bon, il y a ouais, quand et même aussi l'opinion publique est très défavorable là-bas. Il n'y a ouais. que 43% des gens qui sont pour, 45 contre, et surtout il n'y a que 17% des gens qui sont intéressés par les Jeux Olympiques d'hiver. Ah oui. Donc ce qui est quand même très faible, hein. Ouais, non mais c'est sûr. Et Après il y a comme cette alors pour parler aussi des autres villes rapidement, pour Barcelone et la région des Pyrénées, il y a un grand mouvement de protestation qui se met en place. Il y a pas mal de manifestations. On dénonce le surcoût des jeux. C'est ça. Ça c'est souvent ça qui arrive, et aussi par rapport au réchauffement climatique, parce que bon, que Barcelone, les Pyrénées et les Jeux d'hiver, on Enfin, peut se même poser si on quelques parle des questions, hein. Pyrénées, j'espère pour eux qu'ils n'ont pas décidé de faire ça uniquement dans les Pyrénées-Orientales, parce qu'il va y avoir un souci, quoi. En plus, je lisais que pour les épreuves, je crois, de saut à ski, ils iraient en Bosnie et Herzégovine parce qu'ils n'ont pas de tremplin, donc ils iraient jusqu'en Bosnie. Donc ça, c'est quand même assez bizarre, je trouve. Ouais, puis au niveau du ski alpin, il n'y a pas de. C'est très très récent le fait qu'il y ait des épreuves de Coupe du Monde dans les Pyrénées, et je crois que c'est seulement les filles qui vont à Soldéou, ça doit être en Andorre, je crois. Oui, c'est en Andorre, ouais. Mais il n'y a pas, il y a pas vraiment de piste de descente. Bon après, je suppose que s'ils mettent ça en place, c'est qu'ils ont calculé leur coût, hein, mais quand on sait Ouais. que la neige, c'est compliqué certaines années aussi dans les Pyrénées, ça peut être très problématique, hein. Ouais. Oui, Et, totalement. et aussi, alors, il y a la dernière ville dont j'ai parlé, c'est Salt Lake City, aux Mhm. États-Unis. Et je pense que celle-là aussi, on peut la barrer. Puisque, alors, là, il n'y a pas de problème de moyens, de coûts, tout ça. Mais c'est surtout un problème de date. Parce que, si vous le savez, l'organisateur des Jeux de 2028, ce sera les Los Angeles. Mhm. Oui. Donc, aux États-Unis. Donc, il n'y aura que 2 ans d'intervalle. Donc, les organisateurs plancheraient plutôt sur 2034. C'est ça. Parce que 2034. 2 ans d'écart entre les deux jeux, c'est trop compliqué, même sur le plan marketing. Enfin,
C'est parce que là, Alors, franchement, ce serait Salt Lake City qui avait ça- laissé des souvenirs mitigés aux athlètes hein, et même aux médias. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, ces jeux-là, c'était en 2002. C'était J'étais pas trop longtemps jeune, après le 11 Damien. septembre. C'était pas longtemps après le 11 septembre, donc le site était totalement sous cloche. C'était un peu de la folie. Donc bon, on est dans un contexte un petit peu différent, mais ça avait quand même laissé des traces d'athlètes, voilà, hein, qui passaient leur journée entourés de militaires armés jusqu'aux dents. Enfin Ouais. bon, c'est un petit peu voilà, mais bon, de toute façon, là on est aux prémices, hein, Romain, Ouais. si j'ai bien compris. Ah oui, la ville haute sera désignée en 2023, donc dans 2 ans. D'accord. Alors, quand je disais hein, que les candidatures étaient plus ou moins actées et uniques avant même le résultat, donc on a eu le cas pour Paris, on a eu le cas pour donc Los Angeles, hein, tu le disais, et alors c'est passé presque anonymement, mais la ville des JO 2032 a été donnée aux derniers Jeux Olympiques hein, de Pékin. Oui, Vous c'est savez où vrai. c'est? Alors, je me rappelle, mais je me rappelle plus du nom sur la ville. Eh ben, du c'est papier. en Australie. C'est en Oui. Australie, Adélaïde, je sais plus exactement. Ouais, ça, c'est Adelaide, c'est ça. C'est un truc. Au Pas sud-est, Canberra, ouais, non Ou... Ou peut-être Brisbane. Brisbane, Pardon. Brisbane. Ah, Ouais, ok. Brisbane. Bon, on va Donc, faire toutes les villes. Ouais, non, c'est mais ça. non, mais voilà, c'est passé Bah oui, quasiment c'est- dans l'anonymat cette information. Enfin, parce que il n'y a pas eu de compétition. Enfin, c'est comme on est plus. Maintenant, on est sur une logistique. Enfin, on réduit les coûts. On est sur des choses totalement différentes. Ouais. Donc C'est- aussi alors pas pour les Jeux d'hiver, hein, pour les Jeux d'été, mais le CIO souhaiterait aussi un jour que les Jeux Olympiques se déroulent sur le continent africain. Oui, Donc, ça, bon, c'est on sur sait le que ce sera pas dans le Kilimanjaro. cadre des Jeux Olympiques, mais oui, bon, il y a le Kilimanjaro. On fait tout sur le Kilimanjaro. Ouais. Allez hop. Allez. Ouais, voilà. Bah après, je sais Donc- pas, on peut peut-être skier hein, sur les dunes du Sahara, non ça- Ouais, bon, on peut trouver du ski sable après le ski roue, le ski neige, le ski sable, pourquoi pas. On m'apprend que les Émirats arabes auraient posté en candidature pour Oui. les prochaines Olympiades. Moi, ce serait pas étonnant, hein. Moi, je serais pas L'hiver, étonné, ils ont trouvé tu une vois. solution. Ils ont déjà, il me semble, une infrastructure donc en intérieur pour faire Ouais. justement Eh ben, du ski alpin, mais bon. La Ouais, mais- Chine, c'est l'émission Stade 2 là sur France 3 qui a présenté il y a pas longtemps, Oui. à 3 mois des JO là. Ils ont des énormes bâtiments où ils font du ski alpin au niveau de la mer. Hein. Ouais, je crois qu'ils en ont au moins 8, je crois, des grosses infrastructures où on peut aller Ouais. skier. C'est ça. C'est ça, donc, C'est dans non, une mais après, volonté, de faire découvrir les sports d'hiver justement vu que les JO arrivent. Donc bon là on est encore dans une autre dimension. Là. Ouais, mais bon, C'est sûr. tu vois, après, bon, c'est un peu comme Koh-Lanta, hein, il y a 20 candidats et à la fin, il en reste qu'un, hein, de toute façon. Ouais, c'est qu'un, ouais. C'est ça. Il voulait c'est ça. placer sa référence à Koh-Lanta. Voilà, tout a tout Il a compris. réussi. Il a réussi à la placer. Donc bon, bah on suivra ça de près. Puis s'il y a d'autres actualités ou pourquoi pas une officialisation de candidature, hein, bien sûr, on vous tiendra au courant. Allez, on referme la page olympique hein, qui a été vaste. Hein, c'est bien normal. Et puis c'est loin d'être fini. On revient à la Coupe du Monde. Romain, il y a une règle qui va changer hein, cette année. Enfin, on va plutôt revenir à une ancienne règle au niveau notamment de la suppression des moins bons résultats sur la Ouais. saison. Exactement, là, c'est retour vers le passé. On va revenir à la règle de base des résultats retirés. L'an dernier, l'IBU avait décidé de passer à 4 le nombre d'impasses, de jokers, c'est comme vous voulez. Hein. À la fin de l'hiver, on avait retiré les 4 plus mauvais résultats des biathlètes. Ce qui n'avait pas empêché Terikov de remporter largement le général de la Coupe du Monde. Et aussi, ça avait appliqué les classements des spécialités. Selon le nombre de courses disputées dans chaque discipline, on retirait quelques résultats. Par exemple, pour l'individuel, on avait retiré une course. Donc le globe se jouait sur 2 courses, parce que je trouvais ça ridicule. Et bon, bah voilà, déjà 3 de base, c'est ridicule. Alors 2, Oh, bon, n'en parlons pas. C'était dans un Ce sera cadre encore le bien cas cette année, particulier. ce sera encore le cas cette année puisque l'individuel des jeux ne compte pas pour la Coupe du Monde. Donc voilà. Mais donc cette année, on va revenir aux bases, avec une Coupe du Monde qu'on devrait retrouver à peu près normale. Hein. Le public sera de retour, les règles seront plus souples, certainement. Donc on va retrouver une Coupe du Monde un peu plus festive. Je pense qu'elles seront quand même mixtes parce que attention, le virus est toujours présent. Exactement, le virus sera toujours là, il y aura toujours une bulle.
Il y a Donc toujours une pour bulle les sanitaire, athlètes, justement, bon, c'était très compliqué de pas avoir de public, mais ils étaient quand même plutôt protégés de la maladie. Là, ça peut être assez paradoxal, c'est-à-dire tu vas nous l'expliquer, Romain, hein, sur la règle des retraits de mauvais résultats, mais on peut se retrouver avec des athlètes plus souvent malades entre guillemets et qui n'auront plus cette possibilité-là, hein. Oui, c'est clair, parce qu'au finalement, vu qu'ils étaient en bulle sanitaire, ils faisaient beaucoup plus attention. Donc au finalement, on n'avait eu aucun cas de forfait. Alors si on en avait eu au début de la saison, sur la première étape, si vous vous souvenez, il y avait quelques cas. Bon, après, c'était pas des cas... L'encadrement aussi, plus dans l'encadrement, je crois, il y avait eu des Ouais, même quelques athlètes aussi, hein. Mais après, de toute façon, c'est D'accord. pas les athlètes qui jouaient le classement de la Coupe du Monde, donc bon, c'était un peu passé à la trappe. bien perçus, quoi. C'était pas bien important, en tout cas, pour le gros globe, mais bon, cette année, du coup, l'IBU a décidé de repasser à 2, des résultats retirés à la fin de l'hiver. Après, qu'on aime ou pas cette règle, c'est une chose, mais en tout cas, on revient à l'essentiel de cette règle, et donc à la fin de l'hiver à Holmenkollen, après les mass start, le classement général, on retirera les 2 plus mauvaises performances. Donc la Coupe du Monde se jouera sur 20 courses. Le classement se jouera sur 20 courses, sur les 22 courses disputées. Sur la saison, il y en a 26, mais comme je vous disais tout à l'heure, les courses des Jeux ne comptent pas pour le classement de la Coupe du Monde. Donc 20 courses pour décrocher le Graal. C'est nouveau ça, c'est nouveau, Romain? À Pyeongchang, il a compté les courses, non? Non, c'est depuis Non plus Sochi. Depuis Sochi, C'est depuis Sochi, les pardon. Jeux ne comptent pas. D'accord, ok. C'est une règle que je pense que Simon Fourcade aurait aimé à Vancouver, Oui. puisqu'il est Oui, arrivé oui. en jaune aux Jeux. Alors, vu que c'est les Jeux Olympiques, il n'avait pas pu endosser son dossard jaune, et il était reparti des Jeux, avec des mauvaises performances, et après. Puis moi je trouve ça tout à fait, c'est normal, quoi. Les Jeux Olympiques, c'est une autre compétition, justement. C'est ça. Mm. C'est voilà, il faut pas calculer sur le général. Voilà, il y a 3 places à aller chercher, point. Et puis après le reste, ça libère. Je pense que ça libère aussi les athlètes, quoi. C'est pas. Ah bah complètement. Hein. Mm. Oui, ça permet aussi à certains athlètes de vraiment, à des athlètes plus de courses d'un jour, de vraiment se concentrer sur un objectif et de se dire, après, ça n'impacte pas le classement. Voilà, c'est même pour des athlètes qui domineraient toute la saison, si jamais ils se ratent parce que justement ils sont concentrés sur la saison, ça n'influence pas non plus la course au globe, quoi. Ok. Bon donc du coup retour à la normale, Romain. Ouais, retour à la normale, et j'ai oublié de préciser que aussi retour à la normale au niveau des classements des spécialités, plus de résultats seront retirés également. Ça se jouera sur toutes les courses, pour les globes, les petits globes. Ok, merci Romain pour ces précisions. On va parler des courses à venir quand même, hein. On l'a dit, hein, la Coupe du Monde, c'est quoi? C'est le 29 novembre? 27-28. 27-28, et nous, nous débutons avec des individuels, c'est ça? Oui. Oui, et des individuels d'ouverture à Östersund. Voilà, et 2 sprints, ce que j'appelle les sprints frustrants, qui ne sont pas, où il n'y a pas de poursuite derrière. C'est clair. Enfin, surtout pour ceux qui la remportent. donc voilà. Mais avant d'enfiler un dossard officiel, Romain, tu en as parlé au début du podcast, il y a des courses qui vont avoir lieu, mais principalement dans le nord de l'Europe, hein. Ouais, en Scandinavie, en Suède et en Norvège, le week-end du 13 et 14 novembre, un gros week-end de compétition, de tests avant l'ouverture de la Coupe du Monde. Nous aurons des courses à Souchen, un rendez-vous habituel que nous n'avons malheureusement pas eu l'an dernier à cause de la crise sanitaire, que les Bleus prendront part. Ça a eu lieu, mais uniquement entre Norvégiens, non? Ouais, non, c'était même pas à Souchen. C'était ils avaient couru, je crois que c'était même pas à Souchen, ils avaient couru ailleurs, je crois. D'accord. Mais en tout cas, oui, c'était c'était pas du tout la même course, la même ambiance, et donc des courses norvégiennes dont prennent part souvent les Bleus après avoir effectué leur stage sur place, et ils seront donc sur place cet hiver, ce week-end du 13 et 14 novembre. Ils affronteront notamment leurs rivaux norvégiens sur des sprints le samedi et mass start le dimanche, donc un gros week-end là-bas. Et en même temps, il y aura aussi des compétitions en Suède, donc à Idre, qui organisera l'ouverture de l'IBU Cup. Donc ça va aussi s'enchaîner sur place. Et donc on retrouvera sur ce week-end de compétition donc les Suédois, sans surprise, mais aussi les Italiens qui débutent là actuellement leur stage sur place.
Donc à voir après si d'autres nations seront aussi sur place. Je n'ai pas d'informations par rapport à ça, mais je sais que actuellement les Tchèques sont sur place, sont en Norvège, à Souchon. Après, je ne sais pas s'ils restent jusqu'au week-end de compétition. Ok, donc quand ces deux courses seront terminées, on sera plus qu'à 2 semaines, moins de 2 semaines même, hein, parce que de la Coupe du Monde. On a donné les dates, c'est quoi, c'est samedi et dimanche à Östersund? Samedi et dimanche, exactement. Ouais. Ouais, Samedi, c'est ça. Week-end d'ouverture ouais, individuel D'accord. et un sprint qui devait à la base se faire à Conchorty, mais il y a eu quelques changements de programme. Hein. On est habitué désormais maintenant, hein, les changements de Ouais. programme. Conchorty a été déplacé après les Jeux et c'est finalement Östersund qui a hérité des 2 premiers week-ends de compétition. Ok, donc et puis bien sûr hein, les résultats de ces courses, hein, que ce soit en Norvège ou en Suède, seront à découvrir sur biathlonlive.com. Hein, on essaiera de vous donner ça le plus rapidement possible et pourquoi pas de vous faire des petits résumés de ces courses-là. Donc, écoutez, hein, je pense que le tour est bien fait. On a parlé Coupe du Monde, on a parlé Jeux Olympiques, on a donné des résultats. Donc je pense que là, on est opérationnel. Romain, Raphaël, je pense que la prochaine fois qu'on se verra, ça sera peut-être pour annoncer cette Coupe du Monde, non? Ouais, quelques podcasts à venir pour en parler et on va encore jouer à nos pronostics. On avait été très bon l'an dernier, je pense qu'on le sera tout autant encore cet hiver. On avait été tellement héroïque l'année dernière, hein, donc en même temps, ce tour-là, c'était franchement il est pas sympa quand même, hein, parce que personne n'a je eu pense que bien. c'est un complot. Je pense que c'était fait exprès pour qu'on pour qu'on se ridiculise totalement. Donc voilà, ça sera l'occasion, mais bon, on développera tout ça. Hein, on sait jamais, hein, d'autres podcasts peuvent tomber en fonction aussi de qui veut bien nous répondre à nos questions aussi, hein, Romain. Hein, exactement. Il y a Exactement. des choses en cours. En tout cas, merci Raphaël. Hein, j'espère que tu as passé un bon moment pour ta première avec nous. Super, hein, merci beaucoup pour ce premier podcast, hein, franchement, un grand plaisir, comme je disais au début, de passer de auditeur à podcasteur, ça fait vraiment très plaisir. Eh ben tant mieux avec grand plaisir. Romain, ça y est, tu affûtes ta préparation physique pour voilà, pour on peaufine et là je commence à arriver à une forme qui me met bien à l'aise. Je sens que là je vais être au taquet cet hiver. Là franchement. Bon, attention de regarder pour les jeux, hein. C'est clair, ouais, faut que je lisse mon effort. Mais je crois que c'est prévu de refaire une petite prépa intermédiaire fin janvier début février, hein, pour être prêt pour Pékin. Eh bien, merci chers auditeurs, hein, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Hein, pour ceux qui sont encore avec nous, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos impressions, liker, partager, retweeter, re-instagrammer. Je sais pas si on dit ça aussi. Tout se dit. Voilà. Et puis, écoutez, on vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de Biathlon Live. Ciao tout le monde. Salut. Salut.